Bonjour à tous, je suis Salma Dahir, je suis analyste en politique publique pour Paris 21. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé par l'INSEE, Afristat et Paris 21 en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur le thème suivant, statistiques démographiques et état civil, quoi de nouveau pour les INS. Ce webinaire s'inscrit dans une série de conférences audiovisuelles qui se sont organisées autour de différents thèmes particulièrement pertinents pour les INS dans le contexte de crise Covid-19. Nous sommes vraiment ravis que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier tout particulièrement nos modérateurs et panélistes. Nous apprécions votre participation dans ce webinaire étant donné les circonstances difficiles du Covid-19 dans lesquelles nous nous trouvons tous. Avant de commencer, je voulais partager quelques points sur la logistique. Tout d'abord, si vous rencontrez des problèmes techniques pour suivre la discussion aujourd'hui, veuillez les partager sur le chat donc, que vous avez en icône donc en bas normalement de votre écran. Et un membre de notre équipe essaiera de vous aider en vous contactant directement en privé. Nous vous demandons votre patience, de prévoir certains retards dus à la connectivité Internet. Donc, beaucoup de gens de beaucoup de pays différents aujourd'hui. Et deuxièmement, nous vous invitons à participer à notre discussion en partageant toutes les questions ou commentaires que vous avez avec les panélistes via la fenêtre de discussion, donc qui est Q&A ou Q&R. Et R, pardon, ça dépend si votre Zoom est français ou anglais. Et du coup, donc, de vraiment différencier le chat et le Q et R. Donc, vous pouvez taper simplement votre message dans la case, et puis nous vous répondrons. Assurez-vous de sélectionner tous les panélistes dans le menu déroulant du chat. Enfin, je voudrais vous informer tout le monde que ce webinaire sera enregistré et sera disponible plus tard sur la chaîne YouTube de Paris 21. Donc, je passe maintenant la parole au directeur général d'Afristat, Monsieur Paul-Henri Guémamey. Merci. Merci beaucoup, Salma. Merci pour cette introduction. Je ne serai pas long. Je voudrais juste souhaiter la bienvenue à tous les participants qui nous ont rejoints à cette première session, puisque nous en aurons une série tout au long déjà jusqu'à la fin de l'année à peu près, mais en tout cas, nous avons déjà annoncé jusqu'au mois de septembre ce que nous allons faire avec vous. Alors, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir trouvé le temps et puis d'avoir vraiment manifesté à notre annonce, puisqu'aujourd'hui, là, nous sommes à une cinquantaine déjà de participants. C'est vraiment un facteur très encourageant pour nous. Et je voudrais aussi nous féliciter, nous les partenaires qui avons accepté de nous mettre ensemble pour apporter, à mon sens, une solution un peu à la problématique que la COVID pose justement à notre travail. Donc, je voudrais vraiment solennellement féliciter Paris 21, féliciter l'INSEE, nous féliciter nous-mêmes à Afristat et puis remercier la Commission économique pour l'Afrique pour sa collaboration et son partenariat autour de cette initiative. Alors, je voudrais aussi profiter, puisque j'ai quelques minutes, pour dire que nous attendons beaucoup de votre participation parce que, en fonction de l'engouement, nous saurons apprécier si l'initiative est porteuse, si l'initiative répond à une préoccupation, à un besoin qui se situe à votre niveau. Et puis, n'hésitez pas à nous faire des propositions de thèmes, des propositions d'approche par rapport à ce que nous entrevoyons mener avec vous. Voilà, chers participants, les quelques mots introductifs que je voulais faire à la suite de Salma. Je vous remercie. Bonjour. Donc, on repasse au nord de l'Afrique maintenant, à Paris. Bonjour à tous et très heureux d'être avec vous pour cette première conférence.
Je voudrais expliquer un peu pourquoi ces conférences ont été lancées, en quelques mots seulement. Je crois qu'il y a déjà plusieurs initiatives qui existaient au niveau des Nations Unies, au niveau international, mondial, africain, etc., mais qui étaient plutôt en anglais. Et donc, on s'est dit que ça serait quand même important que les francophones puissent s'exprimer dans leur langue, écouter dans leur langue. Peut-être que c'était aussi un élément de confort et d'échanger entre francophones, évidemment, et avec tous ceux qui veulent, hein, pas seulement dans des pays francophones, mais tous ceux qui veulent voilà, avoir des conférences dans cette langue. Et voilà, donc c'était ça l'idée de départ. Et alors, le nombre de participants aujourd'hui pour cette première conférence est important. Ça monte à chaque minute, un peu comme la température. Là, on est parti à 48, on est déjà à 54. Donc, c'est de plus en plus chaud. Et j'espère que la chaleur va continuer à monter. Et donc, voilà, ça montre que ça répondait vraiment à une demande. Et c'est très bien. Et donc, je voudrais remercier ceux qui sont à l'origine du projet. Constance Torelli à l'INSEE, François Fontenot, Philippe Féchy à Paris 21, et puis les organisations qui se sont jointes ensuite, Paul-Henri Nguema à Fristat, l'UNECA, maintenant la Commission économique pour l'Afrique, on espère StatAfrique aussi, et ce qui donnera encore plus d'ampleur au projet. Alors, donc voilà déjà la première séance. Comme vous avez vu, il y a déjà 2 séances sur l'état civil, ensuite les enquêtes par téléphone, tout ça c'est un peu des questions de réponse au Covid. Il y en a d'autres qui sont déjà programmées. Donc voilà, le succès de cette première conférence déterminera si on peut continuer et pour enrichir encore par la suite. Enfin, on va continuer bien sûr, mais ça permettra de confirmer l'intérêt de ce projet. Avec évidemment, quand je parlais de l'idée de s'adresser aux francophones, c'est pour des raisons matérielles, mais peut-être que dans quelques séances, si ça marche bien, et si on peut payer une interprétation en anglais, évidemment, maintenant, avec Zoom, on peut faire de l'interprétation simultanée, donc on pourra aussi s'exprimer en français et puis permettre à des anglophones de participer. Tout ça, évidemment, est ouvert à tout le monde et le but, c'est de toucher le plus de participants possible. Et puis, je termine évidemment en remerciant tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette première séance aujourd'hui et demain, et puis tout le public. Depuis que j'ai commencé à parler, il y a déjà 6 participants en plus, donc voilà, j'espère que ça va continuer. Et bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de Paris 21 également. Je vais essayer de faire monter la participation aussi bien que Jean-Pierre l'a fait monter avec 6 participants en moins de temps. Je vais essayer. Donc, pourquoi Paris 21 est impliqué dans cette initiative? Parce qu'on a entendu beaucoup de demandes des INS, et en particulier des INS de l'Afrique de l'Ouest, qui se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre sans assistance technique, qui était très très dépendante de la présence physique. Les gens bloqués dans leur pays, les gens souvent bloqués dans leur propre maison. Comme vous voyez, moi je suis chez moi ici, on n'est pas encore retourné dans nos bureaux à Paris 21 à l'OCDE, et il est possible que l'assistance technique soit encore bloquée, congelée pour quelques mois. De toute façon, même si les avions redécollent, il est très probable que les budgets affectés à la statistique et à la coopération internationale soient touchés. On le voit déjà assez clairement. Et donc s'ouvre une nouvelle phase pour nous où on se doit se réinventer un petit peu. On doit bouger d'un système où les gens voyagent, passent 4 jours, repartent, où les gens restent 6 mois et repartent, à un système beaucoup plus décentralisé d'échanges entre pairs pour apprendre ensemble et trouver les solutions ensemble, étant donné le contexte. Donc la Covid, parlons correctement en français, la Covid-19 nous a donné l'occasion de réaccélérer cette nouvelle façon d'apprendre, d'échanger. Comme le soulignaient Paul-Henri et Jean-Pierre, la première phase jusqu'en septembre, on va faire des webinaires sur
des questions vraiment directement pertinentes pour les INS, opérationnelles, méthodologiques, sont des discussions entre INS. Ce qui est après septembre reste à définir, tant au niveau des sujets que du modus operandi, de la façon dont on va l'aborder. Nous, ce qu'on aimerait voir à Paris 21, c'est quelque chose qui bouge un petit peu du webinaire et qui se déplace un petit peu vers l'assistance technique en complément à toutes ces formations qu'on a déjà en ligne. Et donc, c'est à nous d'inventer les solutions pour répondre aux besoins des INS. Donc, on est excité de partager cette nouvelle initiative avec vous tous. On voulait remercier en particulier l'INSEE et Afristat qui ont été des partenaires dès le départ, motivés et novateurs dans leur façon d'aborder la COP et la discussion méthodologique opérationnelle. Comme vous l'avez entendu, l'UNECA, StatAfrique sont aussi intéressés, donc on espère qu'une fois de plus, la communauté francophone innovera et que les autres suivront. En tout cas, pour ce qui est de cette réunion, merci beaucoup à tous les participants, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci en particulier à Constance de l'INSEE, à Philippe et Salma dans mon équipe pour avoir fait tout ce travail. Et merci à vous tous pour libérer votre temps pour participer. Donc, échange fructueux. Si vous avez des questions techniques, vous voulez partager des expériences, vous savez comment nous joindre, en plus des notes autour de cet agenda Zoom. Donc, merci beaucoup. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole à Constance Torelli, qui fera la modération de cette première session. Donc, merci beaucoup. Merci François pour cette introduction. Merci Paul-Henri et Jean-Pierre également pour vos mots très sympathiques pour l'inauguration de cette série de conférences. Bonjour et merci à tous d'avoir répondu effectivement aujourd'hui présent pour inaugurer cette série de conférences. Comme vous le savez, l'agenda 2030 pour le développement durable reconnaît que les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'état civil sont essentiels au suivi de la mise en œuvre des ODD. Citons simplement deux chiffres. Selon le dernier rapport des ODD de 2019 des Nations Unies, le taux moyen d'enregistrement des naissances dans le monde n'est que de 73%, et moins de la moitié des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire à peu près 46%, ont vu leur naissance enregistrée. Cette première session nous permettra d'avoir un aperçu de quelques dispositifs nationaux de suivi des statistiques d'état civil au sein de 3 INS, celui du Sénégal, de la Tunisie et du Cap-Vert. Nous verrons à travers ces présentations si les INS ont pu maintenir une base de données actualisée de leur état civil lors de la crise sanitaire et quelles opérations nouvelles ont-ils pu mettre en place ou non pour suivre l'impact du Covid-19. La dernière présentation donnera une vision plus régionale en matière d'enregistrement et de statistiques d'état civil dans le cadre d'un programme mené par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les présentations qui sont proposées aujourd'hui sont toutes extrêmement riches en informations et chacun d'entre vous pourra télécharger aujourd'hui ou demain l'ensemble des documents. Donc, avant de commencer, un rappel sur le timing. Aux collègues panélistes, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avance de jouer le jeu pour respecter scrupuleusement le temps qui vous est imparti afin de privilégier ensuite l'interaction avec le public. En ma qualité de modératrice et maître du temps avec Salma Dahir, nous serons extrêmement vigilantes sur ce point. Sans plus attendre, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Maguette Sarr pour la première présentation. Madame Sarr est démographe de formation. Elle est chef du bureau de l'état civil et des projections démographiques au sein de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Madame Sarr, vous avez la parole pour 15 minutes pétantes. Merci. Merci Constance. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Madame Gueye Maguette Sarr. Je suis démographe au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie
Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience de l'ANSD pour le suivi des statistiques d'état civil. Constance, pour le partage de l'écran. Oui, alors Salma, est-ce que tu peux passer? Salma, tu peux partager l'écran? Salma? Ah, ça y est. Ce que je vous propose, Maïette, c'est Oui. j'ai la présentation, donc pendant votre vous pouvez introduction, partager. je vais la retrouver. Donc, vous pouvez partager la présentation, oui, Constance. Mais allez-y. Salma. Allez, voilà. Alors, je vais la présenter. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Vous pouvez commencer. Hein. Allô? Ah, déjà. Allô, allô? Allô? Oui, Constance, on t'entend. Ah, pardon, mais du coup, j'ai perdu Salma. C'est elle qui a la main sur la partie technique. Alors, j'essaie de partager. Et je ne comprends pas. Est-ce que vous avez la présentation à l'écran? Oui, on la voit bien. Ça, Bon. ça va. Alors, Madame, maintenant, c'est bon. Oui, Constance. Allez-y, allez-y. Constance, c'est bon maintenant. Oui. Comme je le disais tantôt, je vais vous présenter l'expérience de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans le suivi des statistiques d'état civil. Comme vous le savez, l'ANSD est en train de faire des efforts dans la production des données d'état civil, bien vrai que la méthode de transfert des données qui est stipulée par l'article 40 du Code de la famille ne marche pas parce que ça stipule que les données devraient être transférées au niveau de l'ANSD tous les trimestres, mais avec l'informatisation des centres d'état civil au niveau du Sénégal qui tarde à être effectif, donc nous avons des problèmes pour pouvoir sortir ces rapports-là dans les délais définis. Donc, nous allons commencer par le rappel du cadre juridique et institutionnel de l'état civil au niveau du Sénégal. L'état civil dans le contexte légal du Sénégal et compte tenu du cadre légal est régi par un ensemble de lois qui rendent obligatoire la déclaration des faits d'état civil et l'organisation et le fonctionnement du système d'enregistrement des naissances. En 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation, nous avons assisté au Sénégal à une communalisation intégrale avec l'érection de toutes les communes d'arrondissement et communautés rurales en communes, ce qui rend ainsi les centres d'état civil principaux secondaires comme centres d'état civil principaux. Donc, auparavant, nous avions des communes d'arrondissement et des communautés rurales. Et dans ces communes d'arrondissement et communautés rurales, nous avons les centres secondaires d'état civil. Maintenant, avec l'érection de ces communes d'arrondissement et de ces communautés rurales en commune, donc tous les centres secondaires sont devenus des centres principaux d'état civil. Également, il y a les décrets qui réglementent la délégation du pouvoir au gouverneur de région pour les centres secondaires. Bien vrai que les centres secondaires n'existent plus, mais nous retrouvons, des fois, nous nous retrouvons dans des zones où, par exemple, la population, l'effectif de la population est assez important. De ce fait, il y a le pouvoir qui est légiféré au gouverneur pour la création de centres secondaires pour pouvoir supporter la population de certaines zones. Oui, diapo. Donc, concernant le cadre organisationnel de l'état civil, nous avons ici 3 niveaux, à savoir les producteurs de preuves, le système d'enregistrement des faits d'état civil, qui comprend la direction de l'état civil, l'ancien centre national d'état civil, ainsi que les collectivités locales avec les centres d'état civil et les utilisateurs de données d'état civil. Donc, pour les producteurs de preuves, nous avons le ministère de la Santé avec les attestations d'accouchement et les certificats de décès délivrés au niveau des familles pour l'établissement des bulletins de naissance et l'autorisation des permis d'unité au niveau des centres
centres d'état civil. Concernant le ministère de la Justice, c'est plutôt les mentions marginales et l'autorisation d'inscription pour les jugements supplétifs au niveau des centres d'état civil qui sont délivrés au niveau de ces deux ministères-là. Le système d'enregistrement des faits d'état civil est composé de deux structures, c'est-à-dire les structures relatives aux collectivités locales qui coordonnent les activités des centres d'état civil et la direction de l'état civil qui coordonne toutes les activités relatives de ces centres d'état civil-là sur le territoire sénégalais. Cette même direction aussi est chargée d'assurer la formation de certains officiers d'état civil, de mettre en œuvre le politique de l'état civil au niveau du Sénégal. Après le système d'enregistrement des faits d'état civil, nous avons les utilisateurs de données avec la DAF, la direction de l'automatisation du fichier, qui délivre les cartes d'identité nationale au niveau du Sénégal, ainsi que la direction de la police des étrangers, des titres de voyage, l'IPRES également, qui est l'institution de prévoyance retraite au niveau du Sénégal aussi, qui utilise les données d'état civil, de même que l'ANSD. Venons-en au mode de transmission des données d'état civil au niveau de l'ANSD. Comme je l'ai dit tout au début, au niveau de l'article 40 du Code de la famille stipule que les officiers d'état civil, au niveau des 545 centres existants au niveau du Sénégal, chaque trimestre devrait transmettre toutes les données relatives au mariage, aux naissances à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour le traitement des données, des statistiques vitales. Mais comme vous le savez, c'est un problème de nos jours du fait que le système est au mode traditionnel et on a entamé l'informatisation des centres d'état civil au niveau du Sénégal et cette informatisation-là n'est pas encore effective, ce qui rend difficile la transmission de ces données-là à des délais réguliers. L'autre alternative qui est préconisée également, c'est la deuxième figure où vous avez au premier niveau les collectivités locales, les centres d'état civil, c'est pour les centres d'état civil qui sont informatisés parce que il y a pas mal de centres d'état civil qui de nos jours a été informatisé et la direction de l'état civil se charge de collecter toutes les informations saisies tous les 3 mois au niveau central. Après collecte de ces informations-là, ils sont chargés de traiter la base, d'enlever certaines incohérences concernant les faits d'état civil et de pouvoir partager avec les utilisateurs des données telles que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Là, nous allons un tout petit peu sortir du cadre de l'état civil parce que, comme vous le savez, l'ANSD aussi a essayé de s'adapter dans le contexte de la COVID-19 en essayant d'apporter sa touche personnelle et d'aider à éclairer l'opinion publique et la décision publique. De ce fait, l'ANSD compte mener 2 enquêtes pour appuyer le gouvernement sénégalais pour la prise de décision après Covid. De cela, elle est en train de mener une étude pour le compte du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises pour mesurer l'impact de la COVID-19 sur l'industrie sénégalaise. En même temps, une enquête est menée sur l'impact de la COVID dans les conditions de vie du ménage. Ces 2 enquêtes-là sont menées à travers le centre d'appel qui se trouve au niveau de l'ANSD. C'est des enquêtes en ligne qui sont prévues pour les mois prochains afin d'aider le gouvernement sénégalais à prendre des décisions par rapport à certains domaines. En plus de ces 2 enquêtes, nous avons également des notes qui ont été produites et partagées à travers le lien qui est disponible en bas de la diapositive. En plus de ces notes produites au niveau de l'ANSD et de ces enquêtes, l'ANSD également appuie le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la gestion des données liées à la COVID-19 en mettant à la disposition du ministère un expert en charge des traitements des données de la COVID-19. Donc, cet expert est chargé de faire la présentation, la compilation des données relatives à la COVID tous les jours.
Donc, l'expert est un agent du bureau état civil. Il est chargé de faire cette compilation tous les jours pour le compte du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Venons à la réalisation de l'ANSD sur les statistiques d'état civil. Là, comme vous le savez, on a mené un recensement général de la population en 2013. Et ce recensement-là a permis de collecter des informations sur la possession d'actes de naissance, la déclaration des mariages, la déclaration des décès. Et nous avons constaté avec le recensement, bien vrai qu'il y a des données beaucoup plus récentes avec les naissances, parce que pour les mariages et les décès, ce que nous avons pour le moment, c'est les informations du recensement général. Mais avec les actes de naissance, nous avons pu collecter des informations nouvelles avec l'EDS qu'on a déroulé en 2018 et en 2019. Donc, pour les résultats qu'on a eu avec le recensement général de la population, nous avons constaté que plus de 6 Sénégalais sur 10, c'est-à-dire 63,4%, disposent d'un acte de naissance. Près de 2 sur 10, c'est-à-dire 16,3%, ont un jugement supplétif. Concernant les déclarations des mariages et des décès, c'est là où nous confrontons beaucoup de problèmes parce que presque plus de 7 mariages sur 10 ne sont pas déclarés au Sénégal. En plus des décès aussi, près de 7 décès sur 10 ne sont pas déclarés au Sénégal. Donc, le gain que nous enregistrons concernant l'enregistrement des faits d'état civil est relatif à l'enregistrement des naissances parce que pour les mariages et les décès, toujours nous rencontrons des problèmes dans l'effectivité des déclarations. Également, avec la convention qu'on a signée avec l'ancien Centre national de l'état civil, devenu Direction de l'état civil, on avait signé une convention en 2016-2017 pour l'appui à ces systèmes d'état civil-là de produire des données fiables de qualité. Donc, à travers cette convention-là, on a pu faire une cartographie des centres d'état civil, de tous les centres d'état civil du Sénégal. Et à travers cette cartographie, on a pu avoir une photographie des différents centres d'état civil dans tout le pays. Spécifiquement, cette cartographie avait permis de repérer et de localiser géographiquement les centres d'état civil ainsi que les infrastructures de base présentes dans le voisinage, en même temps mesurer l'accessibilité géographique et l'aire de polarisation des centres d'état civil. Enfin, ça nous a également permis d'appréhender certains centres d'état civil par rapport à certaines structures de base se situant à côté. Réalisation toujours de l'ANSD concernant les statistiques d'état civil. Là également, dans l'accord que nous avions signé avec la direction de l'état civil, en plus de cette cartographie qui a été réalisée en 2017, il y a également la production d'un rapport sur les statistiques de naissance, de mariage et de décès qui a été produite en 2017. Et ces informations-là étaient issues des 3 centres pilotes qui étaient informatisés au niveau de la région de Tambacounda. Donc, les informations qui ont été collectées à partir de cet outil-là a été développé par la direction de l'état civil. Et cet outil s'appelle ERA. C'est une plateforme qui permet de saisir tous les faits d'état civil et qui permet la collection et la compilation à un temps record. Également, l'ANSD également a eu à dérouler une enquête sur les causes de décès à Dakar avec l'appui de l'Université catholique de Louvain. Pourquoi on avait choisi Dakar? Parce que, comme vous le voyez avec le recensement général de la population, on a constaté qu'au Sénégal, presque la population n'enregistrait pas les décès, à l'exception de la région de Dakar où on se retrouvait avec un taux assez important par rapport à l'enregistrement des décès, raison pour laquelle on avait choisi cette région-là
avec ces 72 centres d'état civil. Donc, comment on avait procédé pour cette enquête-là? Dans un premier moment, on est allé au niveau des centres d'état civil, essayer de voir ceux qui sont là-bas et qui enregistrent les décès. Donc, on a essayé d'avoir un point focal au niveau de ces centres d'état civil-là. Et ces points focaux ont subi une formation au niveau de l'ANSD. Et ils ont joué le rôle d'agent screening. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Une fois qu'un membre de la famille du défunt venait déclarer un décès, il en profitait, par exemple, pour les informer sur l'enquête, essayer de voir s'ils étaient d'accord à ce que certains enquêteurs viennent dans le domicile pour poser un certain nombre de questions. S'ils étaient d'accord, donc, l'agent de l'officier d'état civil essayait de collecter les informations, l'adresse et le numéro de téléphone des parents du défunt. Et une fois que ces informations-là collectées, il transmettait ça au niveau des enquêteurs médecins, parce que ce sont les élèves médecins qui ont mené cette enquête-là. Une fois les informations transmises aux enquêteurs médecins, ces enquêteurs, à leur tour, essayaient de contacter la famille du défunt afin de caler un rendez-vous pour pouvoir administrer l'autopsie verbale. Concernant les perspectives, nous avons en perspective le projet de l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil, qui est un projet financé par l'UNFPA et l'UNICEF et mis en œuvre par la direction de l'état civil, la direction du capital humain et l'ANSD. Donc, par rapport à ce projet, c'est un projet pilote qui couvre plusieurs pays, dont 4 en Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir le Sénégal, le Congo-Brazza, le Burkina et le Bénin. Donc, ce projet vise à évaluer le système de l'état civil et des statistiques vitales en prenant en compte la qualité et l'exhaustivité de l'enregistrement des mariages, des divorces, des naissances et des décès. Donc, en même temps, dans ce projet, il y a une étude sur les déterminants proches de l'enregistrement des faits d'état civil qui est menée. Donc, pour le volet quantitatif, c'est l'ANSD qui va mener ça. Donc, l'ANSD va essayer à partir de la base du recensement, comme je l'ai dit tantôt, concernant les informations des mariages et des décès. Seule la base du recensement fournit ces informations-là. Mais par rapport aux naissances, nous avons la base de l'EDS qui peut nous fournir des informations beaucoup plus contextuelles. Donc, nous allons utiliser ces deux bases-là pour essayer de voir quels sont les déterminants du non-enregistrement des naissances, des mariages et des décès dans le contexte sénégalais. Il y a en même temps de cet aspect quantitatif-là, il y a une étude qualitative qui va être menée dans ce même sens-là, mais surtout, ici, ce ne sont pas les bases quantitatives qui vont être utilisées, mais plutôt des focus group, des guides d'entretien qui vont être administrés à la population pour recueillir leur position par rapport à la déclaration des faits d'état civil. Pour les défis à relever, concernant la production régulière des données d'état civil, nous avons le défi 1 et le défi 5 qui vont en pair, c'est-à-dire la disponibilité et l'exploitation des données statistiques d'état civil. Donc là, on a proposé à ce qu'une alternative soit développée et une coopération entre l'ANSD et les collectivités locales pour la transmission des données trimestrielles en phase avec l'article 40 du Code de la famille. En même temps, aussi, nous préconisons à ce que le renforcement de la collaboration intersectorielle soit fait entre l'ANSD et la direction de l'état civil ainsi que les collectivités locales et la constitution d'une base de données centralisée. Mais cette constitution d'une base de données centralisée nécessite à ce que la modernisation des centres d'état civil et l'informatisation des centres d'état civil soit effective pour que cette constitution-là puisse être faite. Et également, pour ce qui est de la direction de l'état civil, il faut songer à ce que la disposition régulière de la base de données qui est compilée pour le moment avec certains centres pilotes informatisés soit respectée. Et voilà, je viens à la fin de ma présentation. Je remercie tout le monde pour l'attention portée.
Merci Madame Sarr pour cette présentation. En attendant que Salma puisse reprendre la main, je remercie Madame Sarr pour cette présentation extrêmement intéressante. À travers cette présentation, on retient également la capacité d'adaptation de la NSD lors de cette crise, en mettant en place, vous avez vu, plusieurs opérations statistiques nouvelles. Et par ailleurs, j'en profite ici pour dire que la NSD assure une excellente communication sur son site web depuis le début de cette crise sanitaire. Pour la communication suivante, nous accueillons Madame Nadia Touiri, statisticienne et démographe de formation. Madame Touiri est directrice des statistiques démographiques à l'Institut national de la statistique de Tunisie, où elle travaille depuis environ une quinzaine d'années. Au sein de sa direction se trouve le département de la démographie et des statistiques qui traite aussi des recensements et des enquêtes ménages. Madame Touiri est également responsable de la production et du suivi des indicateurs démographiques à partir des sources administratives. Et on va le voir ici à travers sa présentation. Nadia, vous avez la parole pour 15 minutes. Vous pouvez aussi activer votre caméra si vous le souhaitez. Et je vous donne la parole pour 15 minutes exactement. Merci. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour partager l'expérience tunisienne et j'aimerais bien que ma présentation apportera des éléments de bonnes leçons apprises. Alors, pour commencer, on passe à l'introduction. Alors, comme vous le savez, les deux sources majeures des statistiques sur la population sont les recensements et les registres de l'état civil, sont des sources incontournables de données sur la population. Le recensement, c'est une opération lourde et coûteuse, c'est pourquoi c'est une activité décennale, mais l'état civil est un moyen permettant l'enregistrement continu et exhaustif, c'est-à-dire on a deux caractères majeurs, c'est la continuité et l'exhaustivité de cette source. Il renferme bien sûr des données sur les faits d'état civil suivants, naissance, décès, mariage des habitants. Madame Touiri, on ne vous entend plus, votre micro est désactivé. Du coup, si vous pouvez… C'est bon? À partir du cadre juridique. Oui, c'est bon là. À partir du cadre juridique. Alors, merci. Depuis 1908, la déclaration des naissances et des décès est rendue obligatoire pour les Tunisiens. Il n'a pas traité cependant des mariages et les divorces. À l'instar de l'indépendance, alors la réorganisation de l'état civil a été parmi les priorités du pays. La loi 57 a été promulguée au lendemain de l'indépendance et a prescrit la déclaration obligatoire des différents événements de l'état civil, tels que les naissances, décès, mariage, adoption, etc. et qui a redéfini le cadre légal des transcriptions des événements sur les registres. Il a précisé également les délais des déclarations des événements d'état civil et les renseignements à recueillir et à consigner sur les actes d'état civil. Donc, on passe. Oui. Alors, on commence par les naissances. Selon la loi tunisienne, les déclarations des naissances seront faites dans les 10 jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu. Alors, la couverture des naissances a été évaluée à 100%. Le mix, la dernière enquête qui a été faite, le mix a donné une couverture de 99,9%. Le recensement de 2014 a donné une couverture de 100%. Donc, la naissance en Tunisie, elle est couverte à 100% par l'état civil. Le seul problème qui est posé ici, malgré l'existence des données, c'est le problème de domiciliation des naissances qui reste un handicap pour les déclarations de naissance. Cet handicap est
a été remédié par le recensement, c'est-à-dire à l'occasion de chaque recensement, en nous faisant la domiciliation des naissances. Concernant les décès, on passe. Concernant les décès, alors l'article 43 de l'année 57 réglementant l'état civil a fixé le délai de déclaration des décès qui est fixé à 3 jours. L'acte de décès sera adressé par l'officier de l'état civil de la circonscription où le décès a eu lieu. Alors, au fil du temps, le taux de couverture s'améliore grâce au travail de terrain. Le taux de non-couverture a été estimé grâce à des méthodes indirectes par 5%, et comme ça, nous sommes en train de publier le nombre de décès déclarés, c'est-à-dire non ajustés. Bien sûr, la domiciliation des décès est aussi un problème pour les décès qu'on essaie de dépasser à travers le recensement et autres. Pour les mariages, l'acte de mariage est conclu en Tunisie. Vous savez très bien qu'en Tunisie, on n'a pas la polygamie. Donc, l'acte de mariage est conclu en Tunisie devant 2 notaires et en présence des témoins. Selon la loi de 57, la loi qui réglemente l'état civil, le mariage a une couverture de 100% en Tunisie. Le divorce. Le problème se pose pour le divorce parce que il n'est pas encore informatisé, etc. Alors, le divorce ne peut être prononcé que devant un tribunal par un jugement définitif qui ordonne la transcription du divorce et informe l'officier d'état civil ou la commune. Cette information, la source de cette information, c'est le ministère de la Justice qui partage avec l'INS ces données par tribunaux de première instance et par année judiciaire. Par conséquent, cette information manque de désagrégation par âge, niveau d'éducation, demandeur de divorce, nombre d'enfants, etc. Alors, vas-y, on passe à la suivante. Alors, ici, pour commencer, on a aujourd'hui 2 systèmes d'enregistrement de l'état civil qui fonctionnent en Tunisie. Premier système, c'est le système d'enregistrement de l'INS, ou système, entre guillemets, système traditionnel qui fonctionne très bien et nous sommes très satisfaits avec les résultats de ce système. Alors, comment ça fonctionne? L'INS fournit les documents suivants: certificat de décès, certificat de naissance, certificat de mort-né, certificat de mariage, certificat de divorce. On fournit tous ces certificats, c'est-à-dire c'est un déplacement qui sera fait par l'INS vers les centres d'enregistrement de l'état civil qui sont en nombre de 500 et quelques. Au niveau des centres, ils essaient de remplir les certificats, puis, encore une fois, l'INS collecte, fait le ramassage des certificats remplis. L'INS possède, après avoir collecté tous ces certificats, l'INS procède au contrôle des données, la saisie, le traitement, l'exploitation et à une dernière étape, la diffusion des données sous forme de publications telles que l'annuaire statistique, le rapport situation démographique en Tunisie, l'estimation annuelle de la population, c'est au niveau de l'INS. Vas-y, on passe à la suivante. Alors, on a dit qu'on a 2 systèmes. Le deuxième système, c'est le registre d'état civil. C'est un système informatisé. Alors, l'informatisation de l'état civil tunisien se traduit par le développement d'une application informatique Madaniya. J'ai oublié en quelle année, mais elle est très ancienne, qui a été réalisée par le Centre national de l'informatique. C'est un centre appartenant au ministère de la technologie, mais le déteneur de la base, c'est le ministère auparavant c'est le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui c'est le ministère des Affaires locales. Madaniya, ce système informatisé permet de gérer, de maintenir et d'éditer tous les documents de l'état civil, naissance, décès, mariage, mais pas le divorce. Madaniya est doté, c'est-à-dire ce système informatisé est doté des moyens techniques assurant la sécurité et le contrôle de toute illusion illégale. Ce système informatisé est opérationnel selon un réseau hiérarchique à 3 niveaux: central au niveau du CNI,
il y a un backup au ministère de l'Intérieur, des serveurs au niveau de chaque gouvernorat et des sites utilisateurs au niveau de chaque municipalité ou arrondissement municipal. Ça, c'est un peu ça le système. Alors, on a serveur central, backup et les serveurs au niveau de gouvernorat. Puis, sous chaque gouvernorat, on a les sites utilisateurs. Alors, on passe. En 2012, la convention d'échange de données entre l'INS et le Centre national d'informatique a eu lieu. Cette convention permettra à l'INS de récupérer les données du système Madaniya pour l'exploitation. Alors, grâce à ce système, voilà le schéma très simplifié maintenant. On a un registre de l'état civil contenant les données suivantes: décès, naissance et mariage. Ces données-là seront transférées à l'INS sur des supports informatiques. Alors, l'INS procède au traitement, exploitation et production des données, bulletins mensuels, annuaires, statistiques, les mêmes publications. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients, sachant toujours qu'on est maintenant dans les deux cas. Nous traitons les deux systèmes en parallèle. Le premier système, c'est-à-dire le système traditionnel, notre système, l'avantage, c'est qu'il y a quelques informations manquantes, c'est-à-dire on a presque la totalité des informations sur la personne décédée ou bien le nouveau-né, etc. Mais il y a des limites, c'est la non-permanence des agences chargées de l'opération de remplissage des certificats, c'est-à-dire il y a des retards parfois, perte de quelques fichiers lors de la correspondance, retard dans la diffusion de nos indicateurs lorsqu'on a un retard de saisie, et bien sûr, il y a un coût financier très important. Tandis que le registre informatisé que nous recevons du CNI, il y avait une disponibilité mensuelle des données, coût de production très réduit, même inexistant, mais les limites, c'est que la non-saisie des actes de mariage, parce qu'il y a un processus qui retarde un peu, surtout avec les notaires, donc ça demande un peu du temps, et le manque important d'informations pour certains variables, parce que le système, sa conception au début, il n'était pas censé de faire des statistiques, donc les variables qui sont clés pour nous, il n'est pas obligatoire dans le système, alors il y a un manque de saisie de ces données officielles. Alors, mais quand même, l'INS maintenant, nous sommes en train de basculer vers le système informatisé, mais avec précaution. Qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier et de traiter les informations en termes, c'est-à-dire d'une manière périodique, Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que des sources se convergent en termes de nombre global, se convergent même avec les variables qui sont clés par sexe, par région, etc. Il y a quelques différences dans la série d'indicateurs aussi de sources. À chaque fois qu'on traite les données du CNI, on partage les anomalies détectées au niveau des données issues du système informatisé afin de sensibiliser les agents de saisie dans les centres de saisie pour l'amélioration de ces données. Nous sommes en train de faire la sensibilisation et le partage des anomalies d'une manière continue pour pouvoir basculer vers le système informatisé. Et bien sûr, et la chose qui est très importante, et ici je salue l'UNFPA qui nous a assisté cela, réaliser des ateliers régionaux d'une manière intensive pour sensibiliser, que ce soit les agents de notre institution et les agents de la municipalité, de leur expliquer l'importance des données de l'état civil pour pouvoir, après la sensibilisation, on a senti qu'il y a une amélioration nette en termes de données manquantes, etc., dans le système informatisé. Vas-y. Alors, concernant l'impact COVID-19 sur la poursuite d'enregistrement, alors, heureusement pour nous, dans le cas de la Tunisie, le ministère des Affaires locales a veillé à ce qu'un agent soit présent sur le lieu, municipalité ou arrondissement municipal, pour faire l'enregistrement des différents actes d'état civil. Et les fichiers reçus par l'INS, alors lorsque nous sommes confinés,
le processus de l'INS a été arrêté, alors on a fait recours aux fichiers informatisés, nos collègues de CNI. Nous avons reçu les fichiers de CNI pour pouvoir traiter les informations pendant la période de confinement et on a trouvé que le rythme d'enregistrement n'a pas été affecté par la pandémie. Ok, vas-y. Alors, l'utilisation des données de l'état civil en période du Covid, bien sûr, notre système ne fonctionne pas. En mars 2020, au début du confinement, en Tunisie, le ministère de la Santé demande à l'INS des données désagrégées, surtout les données de décès, désagrégées par sexe, par mois, par gouvernorat, pour suivre la situation sanitaire. Alors, c'est le système informatisé, c'est à partir de ce système qu'on a recueilli des données, qu'on a partagé avec le ministère de la Santé et on a suivi avec eux la situation sanitaire du pays. Vas-y. Alors, pour conclure, l'état civil est le parent pauvre, vraiment c'est le parent pauvre des sources de données sur la population, malgré l'opportunité qu'elle présente aux INS et par conséquent au pays. Alors, l'UNS Tunisie ne cesse pas de valoriser cette source. En effet, c'est l'organisation des ateliers de sensibilisation pour les utilisateurs et les agents de l'état civil programmés qui ont été achevés et il y a d'autres programmés en collaboration avec le FNIAC. Édition des papiers analytiques tels que le papier flash état civil qu'on a déjà disséminé. Des ateliers de réflexion avec les autres institutions pour améliorer l'assise juridique, par exemple le délai pour les déclarations et pour les divorces, c'est-à-dire l'acte avec lequel on a le plus de problèmes, c'est les divorces. Alors, on va mener aussi en collaboration avec le FNIAP une étude sur les possibilités d'amélioration des statistiques de divorce et les causes des décès avec le ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'est programmé pour 2020. Et merci à tous et à toutes. Merci Nadia pour cette présentation également très intéressante et avec un ton toujours aussi enthousiaste. On a vu que l'application Madania vous a permis de de réaliser un saut qualitatif dans le domaine de l'état civil en Tunisie avec une participation extrêmement active de l'INS dans toute la chaîne de traitement. On a compris également qu'une version Madania 2 est également en cours. Enfin, merci encore. Nous passons à la suivante avec un autre exemple de modernisation du système d'enregistrement d'état civil, celui qui a été mis en place au Cap-Vert. J'accueille Madame Noémie Ramos, qui occupe actuellement le poste de directrice des statistiques démographiques et sociales au sein de l'INE. Elle est spécialiste des enquêtes ménages et des recensements depuis plus d'une dizaine d'années. Je la remercie d'ores et déjà de s'exprimer en français. Noémie, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci de tenir le timing. À vous. Bonjour. Vous m'écoutez? Allô? Oui, on vous entend. On vous entend. Okay. Super. Merci. Bonjour à tous et à tous. Je m'excuse pour mon français, mais je vais essayer dans 15 minutes de parler de la modernisation et de l'informatisation du système d'enregistrement de l'état civil au Cap-Vert et du projet d'enregistrement à la naissance, faits qui ont contribué au gain des productions statistiques de l'état civil au Cap-Vert. En termes de contexte, historiquement, les déclarations de naissance, décès, mariage et la célébration des baptêments étaient sous le contrôle de l'Église catholique. Ces données étaient consignées dans les registres de la paroisse. En avril de 1911, tenue des registres transférés vers le service d'état civil des provinces portugaises d'outre-mer. Depuis l'indépendance en 1975 jusqu'à maintenant, l'enregistrement de faits d'état civil, naissance, décès, des mariages et des divorces est obligatoire et permanent auprès de la direction des registres des notariés et identification du ministère de Justice au Cap-Vert.
Le processus d'informatisation des enregistrements de faits d'état civil a commencé en 2003 avec l'introduction massive de la gouvernance électronique dans l'administration publique. Ainsi, avec le soutien de NOSI, qui est un organe exécutif pour l'intégration des technologies d'information dans les gestions publiques, a procédé à l'informatisation du système d'enregistrement de faits d'état civil. Tous les faits d'état civil qui étaient avant enregistrés manuellement, actuellement sont directement enregistrés à travers des ordinateurs à l'aide de l'application développée par NOSI, disponible dans tous les conservatoires des registres civils localisés dans les 22 municipalités du pays. Dans ce processus, les services de RNI ont été informatisés et la digitalisation des documents d'archives a été opérée. La base de données actuellement qu'on a appartient à la RNI, mais elle est sous la responsabilité du NOSI. Toujours en 2003, un programme d'enregistrement d'enfants à la naissance a été lancé dans les principaux établissements de santé avec l'objectif d'atteindre 100% d'enfants enregistrés à la naissance dans les structures de santé. À cet effet, des postes d'enregistrement à la naissance ont été mis en place dans les principales structures de santé. Comme il n'est pas obligatoire, les objectifs n'ont pas été atteints, malgré la reconnaissance de certains avantages. Pour celui-là, en 2010, le gouvernement du Cap-Vert, à travers la Direction générale des registres civils, a mis en place un projet de sensibilisation des enregistrements des enfants à la naissance avec l'appui de l'UNICEF et d'autres partenaires. L'objectif était de renforcer la lutte contre l'enregistrement tardif des naissances et de création de bonnes conditions de travail au niveau des centres d'enregistrement élargis aux communautés vivant dans les endroits dispersés et difficiles à accéder. En 2014, il a été décidé de revoir le Code civil. Les principaux changements avec la révision de la loi en 2014 sont toutes les naissances ayant lieu dans un établissement de santé doivent être enregistrées dans le dit établissement avant la sortie. L'enregistrement de la naissance dans les structures de santé relevait de la compétence du médecin ou de la sage-femme ayant assisté à l'accouchement. Cette disposition abroge toute disposition antérieure qui établissait les délais de 30 jours de déclaration et permettent l'enregistrement obligatoire des naissances dans les structures de santé. Le nouveau code facilite également l'enregistrement d'un enfant né des parents dont la mère est séparée de son mari, mais n'ayant pas obtenu le divorce. Pour les décès, l'enregistrement reste inchangé, 48 heures pour être déclaré l'état civil et faciliter l'enterrement. Pour le mariage, le changement majeur est lié à la réduction du temps de publication de la déclaration de mariage qui est passé de 8 jours à 2 jours avant le mariage. Avec toute l'informatisation du système d'enregistrement de l'état civil, la révision du Code civil avec l'enregistrement obligatoire des naissances avant de quitter l'hôpital, nous avons gagné en termes d'enregistrement des naissances tardives. Comme 97 des enfants naissant actuellement dans les structures de santé, les données de dernière enquête démographique et santé reproductive réalisée en 2018, le taux de couverture de l'enregistrement des naissances de moins d'un an est passé de 59% en 2006 à 75% en 2010 et à 97% en 2018. C'est un gain en termes de l'enregistrement des naissances. Concernant la coordination institutionnelle, il y a une forte collaboration entre les partenaires impliqués dans l'enregistrement de faits d'état civil et la production de statistiques.
c'est le ministère de Justice à travers le RNI, le ministère de la Santé et l'Institut national de la statistique. La coordination entre les trois partenaires se fait à travers des protocoles d'accord pour faciliter l'enregistrement de faits et la production de statistiques vitales. Le dernier protocole signé en 2015 est propice à la création de conditions et de synergies pour la transmission vers un seul système de données partagé. Cette collaboration se fait à tous les niveaux, notamment dans la conception et la mise en œuvre des politiques visant l'amélioration de l'enregistrement de faits d'état civil, la constitution des groupes de travail technique, le suivi et l'évaluation des qualités des données et couverture d'enregistrement des événements, et la définition des stratégies de développement d'une base de données unique et de faciliter l'accès à tous les partenaires qui sont impliqués. En ce qui concerne la production de statistiques d'état civil, la situation est suivante. Entre 1942 et 2000, il y avait des publications régulières des statistiques d'état civil, naissance, décès et mariage. On a tout ça dans notre bibliothèque à l'INE. Mais depuis 2000, le ministère de la Santé est chargé de la production annuelle des statistiques sur la mortalité. Vu qu'il a les responsabilités de classer les décès par type, le ministère de la Santé continue à recevoir et à saisir tous les actes de décès à partir d'une copie du certificat de décès délivré par les hôpitaux. La base du ministère de la Santé est toujours comparée à la base que l'INE reçoit du RNI pour la vérification, la validation, le contrôle de qualité des données et d'estimation des indicateurs de mortalité. Et en ce qui concerne les mariages, 2 publications en série ont été mises à disposition par l'INE en 2012 et en 2015. On peut dire aussi que la plupart des unions au Cap-Vert sont des unions libres, sans mariage formel. On n'a pas plus que moins de 2000 mariages par année registrés. Les divorces ont jusqu'à présent été les parents pauvres de la statistique d'état civil, en partie en raison de la complexité de la transmission des données entre les tribunaux et le service des registres national d'identification. En ce qui concerne les naissances, les enregistrements tardifs ont limité la diffusion des données à partir de 2000 bien qu'il ait eu des améliorations depuis 2008. Depuis 2015, avec le dernier protocole, l'INE demande annuellement la base d'enregistrement des naissances, décès et mariages du RNI, mise à jour pour le traitement, l'analyse et la production de statistiques d'état civil et les indicateurs démographiques. La base de données est envoyée en format Excel et comprend un ensemble de variables identifiées qui répondent aux besoins de la production des statistiques de l'état civil selon la recommandation internationale. Le traitement consiste dans l'analyse des cohérences, l'évaluation des doublons, le codage géographique des événements et mise à jour des enregistrements tardifs, notamment ceux de naissance. L'INE est en train de terminer un rapport sur les statistiques vitales basé sur la série 2006-2018 qui comprend des statistiques et des indicateurs démographiques des naissances, des décès et des mariages basés sur les données administratives du RNI. Je peux informer aussi, ça c'est les processus de transmission d'informations entre les trois partenaires, les ministères de santé et avec l'hôpital qui passe tous les livrets de naissance et des décès pour le registre des notariats et d'identification et toutes les bases de données qui est basées dans le NOSI. Après, c'est passé pour l'INE pour faire les statistiques.
OK? Je peux informer aussi que depuis 2015, au Cap-Vert, on a une carte d'identité nationale et une carte sur laquelle nous disposons de toutes les informations d'une personne, de la naissance à la mort. Cette carte a créé par un décret de loi de 2014. Et il s'agit d'un document moderne, authentique, multifonctionnel et hautement sécurisé qui remplacera la carte d'identité ancienne. Il a également la capacité d'aller au-delà de la fonction d'identification, permettant également du stockage des données à caractère personnel, l'authentification et la signature numérique, des transitions électroniques, entre autres possibilités. Nous sommes dans la phase de transition de l'ancienne carte d'identité vers la nouvelle carte. On peut parler un peu sur les impacts du Covid, l'impact du Covid sur les productions de statistiques. Les services de RNI n'ont pas arrêté complètement, même pendant la période d'urgence causée par le Covid-19. Un employé a été affecté pour couvrir les dossiers d'enregistrement de faits d'état civil. Tous les jours, on a une personne pour ça. Les enregistrements de naissance dans les structures sanitaires ont été suspendus et ont commencé à être effectués dans les services de RNI de chaque municipalité. Les mariages ont été annulés pendant les périodes de crise, à l'exception des cas d'urgence. Et jusqu'à hier, le pays a enregistré un total de 1055 cas confirmés, dont 569 sont déjà récupérés et 12 cas de décès. Toutes les informations sur les cas confirmés et des décès sont de la responsabilité du ministère de la Santé qui publie tous les jours cette donnée. Malgré tous les effets positifs et les améliorations de la modernisation et de l'informatisation du système d'enregistrement de l'état civil, nous notons encore certains contraintes, comme l'accès non direct et automatique à la base de données et l'insuffisance des ressources humaines. Nous n'avons pas de démographes au service des statistiques démographiques. On peut dire que aussi, avant de continuer pour parler un peu de l'avenir, l'INE soutient l'Institut national de santé publique dans un questionnaire avec des familles, auprès des familles, afin de mesurer la séroprévalence de COVID-19. Et cette enquête a été commencée hier. Pour l'avenir, il sera important de renforcer la formation technique des ressources humaines, assez directe ou plus fréquente à la base de données pour faciliter la production d'indicateurs infra-annuels, inclusion d'autres variables recueillies au bulletin de naissance dans les programmes informatisés d'enregistrement des naissances, comme le poids à la naissance, nombre d'enfants de la mère, qui sont des informations qui permettent le calcul des indicateurs très importants pour le suivi des indicateurs des enfants, améliorer l'utilisation des données administratives et réduire les demandes des enquêtes auprès de la famille, et finalement régulariser la production des statistiques de l'état civil et des statistiques démographiques au Cap-Vert. C'est tout. Merci. Merci Noémie, merci pour cette prouesse en 15 minutes. C'est une présentation qui est également très riche en informations. On voit que la digitalisation est un processus qui est très bien rodé au Cap-Vert et vous allez encore même bien plus loin avec l'instauration de la carte d'identité biométrique. On salue également votre partage d'expérience en la matière en accueillant également des visites de délégations d'autres INS. Si je me souviens bien, vous avez reçu une délégation du Mali, dont je pense qu'il y a le directeur de la statistique parmi dans notre public.
Je signale enfin que cette année, vous réalisez aussi un recensement de la population. Merci encore pour cette présentation. Pour la dernière présentation, nous allons accueillir Madame Fatouma Sissoko. Après des présentations KPI, nous allons voir une présentation plus globale. Donc, Madame Sissoko est statisticienne au Centre africain pour la statistique à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Je vous laisse présenter, Madame Sissoko, le programme que beaucoup parmi nos internautes connaissent déjà très bien. Aussi, compte tenu du temps qui nous reste et pour laisser la place aux questions-réponses, si vous pouvez vous concentrer sur les principales avancées du programme et surtout sur les résultats de votre enquête que vous avez réalisée pendant la période du Covid, nous vous laissons la parole pour 10 minutes cette fois-ci et je vous laisse la parole. Vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez. Merci. 10 minutes. Bonjour tout le monde. Et tout d'abord, permettez-moi de remercier l'OCDE et tous les autres organisateurs de ce séminaire pour nous avoir invités et nous donner l'opportunité de partager avec vous le programme régional pour l'amélioration accélérée de l'enregistrement des faits d'état civil qu'on appelle APAI-CRVS en Afrique. Donc, en termes de background, je vais juste vous rappeler que le système d'enregistrement des faits d'état civil est quand même une source privilégiée pour les données démographiques et aussi les statistiques de l'état civil qui sont nécessaires au suivi des progrès accomplis dans l'atteinte des ODD. Donc, parce que quand on a un système d'état civil qui est pleinement opérationnel, donc ces systèmes peuvent contribuer à la réalisation de 12 des 17 ODD. Mais également, ils permettent de mesurer 67 des 230 indicateurs des ODD. De la même façon, quand on a un système d'état civil qui est pleinement opérationnel, ça contribue aussi à informer l'agenda 2063, qui est notre agenda au niveau africain. Et pour cela, il y a une forte recommandation par rapport à l'état civil dans l'agenda 2063 qui demande à ce que les données de l'état civil soient produites et puis utilisées non seulement pour orienter les politiques et la planification, mais aussi pour le suivi du développement. Donc, par rapport à cela, où est-ce que nous sommes actuellement en Afrique en termes d'état civil? Donc, il est quand même véritable de constater qu'au niveau africain, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un faible niveau de couverture et de complétude de l'enregistrement des faits d'état civil. Donc, de ce fait, ces données ne peuvent pas vraiment être une source de documents, non seulement pour les systèmes d'identité juridique, mais également pour produire des statistiques de l'état civil. Donc, c'est quand même eu égard à ce rôle important de l'état civil dans l'information, mais aussi le suivi du développement et toutes ces lacunes que nous venons d'énumérer, que les pays africains ont quand même développé une feuille de route au niveau régional en vue d'améliorer, en vue de guider l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits et statistiques de l'état civil dans tous les pays africains. Donc, c'est ce programme qu'on appelle APAI-CRVS. Donc, APAI-CRVS, ça c'est l'acronyme en anglais, mais le nom complet, c'est le programme africain pour l'amélioration accélérée de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil en Afrique. Donc, comme vous voyez sur ce fichier, en Afrique, depuis 2010, nous organisons toute une série de conférences des ministres en charge de l'état civil. Parce que l'objectif visé par rapport à cela, c'était vraiment
d'améliorer le soutien politique qui faisait défaut à l'état civil en Afrique. Donc, suite à ces conférences, et particulièrement les deux premières conférences, donc, on est arrivé à la création de la CRVS sous la direction des ministres africains en charge de l'état civil et avec comme mission vraiment de guider et coordonner les initiatives régionales d'amélioration de l'état civil en Afrique. Donc, par rapport à ce programme, il est guidé par les directives politiques de la conférence des conférences des ministres que vous voyez depuis 2010 jusqu'à 2019. Et puis, il est piloté par un groupe régional qui est composé de plusieurs institutions, aussi bien régionales, internationales que bilatérales. Suivant. Donc, maintenant, par rapport au principe directeur de la PAICRVS, on a d'abord la promotion de l'appropriation et du leadership au niveau des pays. Donc, ça, vraiment, par rapport à ce niveau, donc, par rapport à ce principe, on a quand même atteint des objectifs et les pays sont là pour le témoigner parce qu'aujourd'hui, les pays sont ceux vraiment qui mettent en œuvre leur programme et politique, même si au début, à travers les évaluations, on a eu à les appuyer, mais certains pays et beaucoup même ont eu à élaborer un plan d'action et certains sont en train de mettre en œuvre ce plan d'action. Donc, il y a aussi, en termes de principes, promouvoir une approche progressive, holistique et systémique au niveau national et régional. Il y a également le renforcement de capacité des institutions nationales et régionales. Donc, par rapport à ça aussi, on a eu à mener au niveau du programme beaucoup de formations, d'appui technique et aussi on a eu à développer pas mal de matériel de formation. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre site web. Il y a aussi la promotion de l'innovation et le partage des connaissances. Aujourd'hui, c'est vraiment la cheval de bataille au niveau du PAICRVS. On veut vraiment amener les pays à moderniser leur système d'état civil et aussi à adopter, comme on a eu à le voir à travers la présentation qui a été faite par certains pays, la prise en compte de l'outil informatique et aussi l'interconnexion entre l'état civil et les statistiques de l'état civil et la gestion de l'identité. Donc, ça, c'est vraiment un travail sur lequel on est et on espère qu'avec le Covid et aussi le fait que les contraintes liées au travail face à face ou bien à l'utilisation des supports papier, donc ça va quand même être un facteur qui va nous aider dans ce domaine-là. Donc, il y a aussi, par rapport à ça, la coordination. Et cette coordination, on l'a aussi bien au niveau régional, mais aussi au niveau national. Maintenant, en termes de réalisation par rapport au PAICRVS, vous voyez là, on a toute une liste, mais cette liste n'est pas exhaustive. Comme vous voyez, on a quand même aujourd'hui une dynamique politique soutenue à travers la conférence des ministres qui se tient tous les 2 ans. On a également une appropriation et leadership des pays, je l'ai mentionné tantôt. Il y a aussi un renforcement de la collaboration entre les bureaux de l'état civil et ceux de la statistique. Parce que maintenant, avec la PAICRVS, on est amené à mettre sur la même table toutes les parties prenantes de l'état civil, à savoir le ministère de la Santé, l'état civil, les bureaux de statistiques et même souvent les services judiciaires au niveau des pays. Parce que tous ces partenaires, au début, disons, avant qu'on mette en place ce programme, donc ils ne collaboraient pas comme ça s'est fait actuellement. Il y a aussi l'amélioration de la coordination au niveau régional et national, mais également, il y a le renforcement des capacités, parce qu'on a pu former jusque-là
plus de 500 fonctionnaires de l'état civil, parce qu'on a mis en place un pôle régional de formateurs et qui ont eu à supporter un programme de formation. Donc, on a aussi, à ce niveau, développé un certain nombre de documents qui ont été produits et surtout la guide de production, mais aussi comment faire fonctionner. Donc, il y a des guides d'orientation et des guides de formation qui ont été développés. Donc, une autre réalisation, c'est vraiment l'évaluation du système dans le pays. Parce que après la première conférence des ministres, on s'est lancé dans une série d'évaluations au niveau des pays, aussi bien francophones qu'anglophones. C'est pour voir vraiment quel est l'état civil dans le pays. C'est-à-dire quelles sont les lacunes et quelles sont les avancées et dans quelles mesures on peut adresser ces lacunes. Et sur la base de cette évaluation, les pays sont venus avec des plans d'action en vue de corriger les lacunes et améliorer leur système. Donc, suite à cela, des pays maintenant sont en train de mettre en œuvre ces plans d'action, même si ce n'est pas tous les pays qui le font. Et en termes aussi d'avancée, on a la création d'une dynamique mondiale sur l'état civil. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en Asie et Pacifique, aussi à la Banque mondiale, donc ils ont préparé des outils de formation en ligne sur le sujet. Mais également, on a en Afrique une décennie de l'état civil qui est entre 2017, qui a commencé en 2017 et se termine en 2026. Et puis aussi, on a mis en place la journée africaine de l'état civil, et ça, c'est le 12 août de chaque année. Donc, suivant. Donc, en termes de réalisation, comme vous voyez, on a aussi un site web de partage. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tout énumérer, mais je vais juste prendre quelques grosses lignes. Comme par exemple, on a des guides détaillés sur l'enregistrement des décès. On a aussi des matériels de formation sur la compilation des statistiques de l'état civil. On a aussi mis en place des programmes de formation sur l'état civil dans 3 établissements de formation en Afrique, c'est-à-dire dans les écoles de formation. Donc maintenant, on veut vraiment attaquer les problèmes à la source, c'est-à-dire que les gens, au niveau de l'école, ils soient formés et outillés par rapport au sujet. Donc, il y a aussi au niveau africain un groupe d'experts régionaux sur la numérisation de l'état civil, les causes des décès et les statistiques de l'état civil. Donc, sans compter toutes les conférences que l'on organise tous les 2 ans. Et puis, il y a aussi, en termes de réalisation, on a aussi le genre et puis l'état civil en Afrique. Donc, après ces réalisations, il faut quand même reconnaître qu'on connaît quelques défis en la matière. Parce qu'en termes de défis, qu'est-ce qu'on a en Afrique? On a constaté que même s'il y a eu des avancées en termes d'évaluation, il reste encore quelques pays africains qui n'ont pas encore procédé à cette évaluation. Suivant, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas, il y a certains pays qui n'ont pas procédé à cette évaluation, et particulièrement dans les pays de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Mais cela peut s'expliquer parce que ce qui s'est passé au début, nous avions commencé par les pays anglophones. Et c'est après qu'on s'est attaqué aux pays francophones. Ce qui fait que ces pays restent un tout petit peu à la traîne, mais il y a tout un processus qui est en cours pour vraiment rattraper ce retard. Donc aussi, en termes de défis, il y a aussi le problème de suivi, tant au niveau régional qu'au niveau national. Parce qu'il y a un faible suivi, mais aussi un problème de coordination. Surtout la coordination entre les parties prenantes et particulièrement entre le système de santé et les autres. On peut aussi énumérer l'insuffisance des ressources disponibles au niveau régional pour vraiment apporter un support technique aux États membres. Et surtout, ça, c'est surtout par rapport aux causes des décès, mais aussi aux technologies
de l'information et de la communication. Également, on a un problème de coordination entre les donateurs. Parce que vraiment, avec le APAICI-Adresse, ça a créé beaucoup d'engouement autour de l'état civil en Afrique. Donc, mais malheureusement, certains partenaires interviennent directement dans les mêmes pays ou bien plusieurs partenaires interviennent dans les mêmes pays sans se consulter. Donc là, cela aboutit non seulement à des problèmes donc cela entraîne non seulement le fait que les ressources ne sont pas bien réparties, mais aussi que les pays ne sont pas desservis de la même façon. Donc, il y a toute une liste de défis que vous voyez. Donc, puisque j'ai seulement 10 minutes, vous pouvez trouver ces défis sur notre site web, parce qu'il y a aussi les défis par rapport à l'utilisation des technologies, aussi des défis qui sont liés au système législatif et puis réglementaire. Donc, ce sont les mêmes que les pays ont pu énumérer. Donc, là, on va passer aux recommandations. Maintenant, en termes de recommandations, eu égard à tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que nous recommandons au pays aujourd'hui? C'est vraiment d'améliorer la coordination, mais aussi d'assurer l'interopérabilité entre les systèmes. Ça, c'est vraiment les deux défis majeurs. Donc, coordination, interopérabilité. Donc, en termes de coordination, on a déjà une gouvernance qui est en place en vue d'améliorer le système de l'état civil. Par exemple, au niveau régional. Next, please. Suivant, s'il vous plaît. OK. Donc, on a quand même sur place un système de gouvernance au niveau régional. Donc, comme j'ai eu à vous le dire tantôt, cela est guidé par les directives politiques de la conférence des ministres responsables de l'enregistrement des faits d'état civil, mais il est piloté par un groupe régional qui a la CIA comme secrétariat. Et vous voyez, il y a toute une liste de partenaires. Maintenant, au niveau national, il y a aussi, à ce niveau, toute une structure organisationnelle. Par exemple, on a le comité de coordination de haut niveau qui guide ce programme, mais aussi, il est dirigé par le comité directeur national de l'état civil. On a aussi en place un comité technique d'amélioration de l'état civil dans les pays. Donc, maintenant, en termes d'intégration, comme vous le voyez sur ce graphique, ça c'est vraiment une approche holistique, coordonnée, intégrée, qui est recommandée par le groupe de travail des Nations Unies sur l'identité juridique. Donc, qu'est-ce que ce graphique dit? On veut que, comme vous voyez au premier, on a les faits d'état civil, donc qui sont quand même enregistrés par les différents services, c'est-à-dire qui sont déclarés dans les différents services. Donc, maintenant, on se dit que suite à cette déclaration, ces services, maintenant, doivent être connectés au service de l'état civil. Une fois connectés au service de l'état civil qui enregistre toutes ces informations, et aussi, on doit avoir un numéro d'identifiant unique dès la naissance. Donc, ce numéro permet de retrouver chaque individu dans l'état civil, et ce système d'état civil est interconnecté non seulement à la statistique, mais aussi au registre de la population. Et ce registre de la population va aussi servir de support au système de gestion de l'identité. Donc, voilà grosso modo l'idéal, c'est-à-dire ce qu'on propose comme système d'intégration. Donc, maintenant, juste, ça c'est mon dernier slide, c'est juste pour vous montrer quelques initiatives que nous avons prises par rapport au COVID. Donc, premièrement, nous avons d'abord organisé une série de webinaires, c'est-à-dire de séminaires en ligne, donc avec les bureaux des faits d'état civil, sur l'impact du COVID-19 sur l'état civil et les statistiques de l'état civil.
Donc, cela a impliqué aussi bien les pays francophones que les pays anglophones. Donc, 3 sessions ont été organisées jusqu'à présent. Donc, suite à ces réunions virtuelles, on a pu partager les expériences et les leçons apprises sur la manière de maintenir l'état civil comme un service essentiel qui doit continuer même en cas d'urgence sanitaire. Donc aussi en collaboration avec la communauté du Pacifique et le groupe de travail des Nations Unies sur l'identité juridique, on a aussi lancé une enquête mondiale pour évaluer l'impact de la pandémie du COVID-19 sur le fonctionnement de l'état civil. Donc, les résultats de cette enquête peuvent être consultés sur le site suivant. Et aussi, sur la base de ces résultats, donc on est venu avec des recommandations pour assurer la continuité opérationnelle de l'état civil pendant le COVID-19 et de permettre la production continue des statistiques de l'état civil. Donc, là aussi, pour nos recommandations, consultez le site web ci-dessus. Donc, ils sont là-bas. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Sissoko. Il est clair qu'un engagement politique et les directives de politique générale des ministres en charge des questions d'état civil est absolument nécessaire pour réformer et améliorer les systèmes d'enregistrement sur le continent, les systèmes d'enregistrement d'état civil et statistiques aussi sur le continent africain. Donc, on voit bien que les différentes étapes qui ont été réalisées s'inscrivent parfaitement dans le cadre des ODD et de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Donc, vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est sur la bonne voie, si on peut dire. Merci à nos panélistes pour ces 4 interventions. Là, il est 14h35, donc on a dépassé l'heure qui était consacrée à cette première session. Si vous permettez, nous pouvons peut-être passer 10 minutes, 15 minutes max à quelques questions pour ne frustrer personne. Nous avons sélectionné quelques questions pour les panélistes et je remercie au passage Djabar Deschamps, expert en statistiques sociodémographiques d'Afristat, qui a pu sélectionner pendant que les présentatrices faisaient leurs interventions, sélectionner quelques questions. Donc, je vais les distribuer. Donc, à Madame Maguette Sarr, je peux vous poser une question provenant de David Netiema de l'UNECA sur, alors je vous la lis. Lors d'une pandémie telle que celle de Covid-19, il est important d'éviter tout contact humain afin de prévenir toute nouvelle transmission. Cela nécessite l'utilisation de technologies numériques et d'autres plateformes électroniques. On estime que la vie privée des personnes peut être compromise ou que les droits de certaines personnes, notamment les personnes vulnérables, peuvent être gravement affectés. Avons-nous des moyens de prendre des données biométriques sans contact direct avec la personne et des recommandations à cet égard, en avez-vous? Madame Sarr? Il faut activer votre micro, Maguette. Oui, voilà. Constance? Oui, allez-y. Oui, vous pouvez revenir sur la question et qu'est-ce qu'il voudrait savoir? Ah, ok. Le collègue de l'UNECA demandait si vous aviez des moyens de prendre des données biométriques sans contact direct avec la personne compte tenu du contexte actuel où on peut pas, où il faut respecter les gestes barrières. Est-ce que vous avez des recommandations à ce niveau? Au fait, je voudrais apporter comme réponse qu'au niveau de l'ANSD, nos missions, le fait de prendre des données biométriques ne fait pas partie de nos missions principales. C'est une mission qui est un tout petit peu léguée à la direction de l'automatisation du fichier et la direction qui se charge des passeports, de la délivrance des passeports. Mais au niveau de l'ANSD, ce que nous faisons, c'est la production des statistiques concernant l'état civil. Et la production de ces données-là ne nécessite pas la prise de données biométriques. Merci. Donc, j'ai une autre question pour Nadia, alors, qui provient de M. Bakayo Yoko de l'INS de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il s'agit de fiches de collecte conçues par l'INS ou des vrais certificats? Nadia? Il faut activer votre micro, Nadia. Oui, Constance. Vous avez entendu la question? Non, vas-y.
Alors, notre collègue de l'INS de Côte d'Ivoire demande s'il s'agit de fiches de collecte conçues par l'INS ou de vrais certificats, les questionnaires que vous envoyez au centre d'enregistrement civil. Ce sont des documents ou des certificats conçus par l'INS. Ce sont des questionnaires, donc, OK. Oui, en quelque sorte, ce sont des questionnaires conçus par l'INS en partenariat avec les institutions impliquées dans la matière. Donc, c'est l'INS qui a conçu ces certificats, ne sont pas des vrais certificats. Une autre question pour vous de M. Thiam du Sénégal. Quel est le profil des agents qui font le remplissage des fiches de collecte au niveau de l'état civil? Ce sont des agents qui appartiennent aux municipalités. Leur niveau se diffère d'une municipalité à l'autre, c'est-à-dire il y a des municipalités où on trouve des cadres et d'autres où on trouve des personnes moins qualifiées. C'est pourquoi nous sommes en train de les appuyer en faisant des ateliers de formation, des ateliers de sensibilisation d'une manière assez fréquente pour améliorer leur performance. Merci. Donc, toujours M. de l'UNECA qui s'interrogeait sur les avantages et inconvénients de conduire actuellement les deux systèmes en parallèle. Je pense qu'effectivement, c'est pour le basculement. Donc, il y a un moment où le Madania prendra le pas sur l'autre. En tout cas, ces contrôles que vous effectuez en ce moment permettent en tout cas d'améliorer les données. Donc, c'est une bonne leçon pour de nombreux pays africains, souligne-t-il. Maintenant, j'ai une question pour Noémie. Quel est le pourcentage qui provient de monsieur Hamidou Ousseni du Niger qui souhaiterait avoir une idée du pourcentage de l'enregistrement tardif par rapport à l'enregistrement dans les délais? Est-ce que vous avez une idée, Noémie? Non? Noémie, est-ce que vous avez entendu la question? Non. Alors, s'il vous plaît. Je répète la question. J'ai perdu mon document. Oui, une question de monsieur Hamidou du Niger. Il demandait quel était le pourcentage de l'enregistrement tardif par rapport à l'enregistrement dans les délais. Avec l'informatisation, on a passé maintenant à 2018, on a 97% de naissances qui sont enregistrées parce que 97% des enfants est nés dans la structure d'hôpital. Ils sont automatiquement enregistrés maintenant. D'accord. Et une autre question est comment se fait la transition de la carte d'identité classique à la CNI pour la carte d'identité unique nouvelle? Ok. Comme j'avais dit, tous les enfants, ils sont enregistrés à la naissance. Ok. Mais pour la carte est destinée aux personnes avec plus de 4 ans. Et ça se fait dans le département d'enregistrement, dans le RNI du Cap-Vert. D'accord. OK. Et aussi, il questionne sur comment est fait avec les numéros uniques. Ça c'est une question que je ne sais pas répondre parce que ça, c'est une question informatique, je crois. Qu'il fait les sorties de les numéros uniques et il s'est fait dans le RNI. L'INE ne sait pas comment ils font ça. Merci Noémie. Pour une question pour le Sénégal, en fait, on a vu qu'il y avait une forte collaboration avec l'équivalent de Santé publique, le ministère de la Santé, sur les causes des décès. Et je voulais savoir si au Sénégal, il y avait une formation spécifique pour les agents de l'ANSD et une collaboration certaine, en tout cas avec les agents du ministère de la Santé, s'il vous plaît. Madame Sarr? Oui, Constance. Oui, en effet,
l'enquête sur les causes de décès qu'on a eu à réaliser au niveau de l'ANSD, ça a été coordonné. C'est en collaboration avec l'Université catholique de Louvain et l'Université Cheikh Anta Diop et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En fait, ça s'inscrit dans un projet de doctorat. C'est Mouché Khadimia qui était chargé de dérouler cette enquête-là avec l'appui fourni à l'ANSD. Donc, il n'y avait pas une formation préliminaire délivrée aux agents du ministère de la Santé. Globalement, on a essayé de former les deux groupes d'enquêteurs, c'est-à-dire les agents de screening, les agents qui se trouvaient au niveau des centres d'état civil, qui étaient chargés de répertorier les informations des familles, des défunts, et une formation pour les agents enquêteurs, les élèves médecins, les étudiants médecins qu'on avait recrutés pour l'administration de l'autopsie verbale au sein de ces ménages-là. Donc, on a essayé de former ces deux groupes-là pour qu'ils puissent bien faire le travail. Mais il n'y a pas une collaboration étroite entre le ministère de la Santé et l'Agence nationale de la statistique concernant ce projet-là. Donc, on a certes une convention qui rentre dans la production des données et l'appui que l'ANSD devrait délivrer au ministère de la Santé concernant la collecte et la compilation de certaines informations sanitaires, mais ça ne rentrait pas dans le cadre de ce projet-là relatif à l'enquête sur les causes de décès à Dakar. Merci, Madame Sarr. Enfin, une dernière question pour Madame Sissoko sur l'APAI-CRVS. Donc, vous avez évoqué cette enquête réalisée pendant le Covid pour avoir une idée de l'adaptation des INS et du système d'enregistrement civil pendant la crise. Est-ce que, sur la base de ces résultats, vous allez établir une feuille de route pour pouvoir mener d'autres actions? Et si oui, quelle est la prochaine action immédiate qui aura lieu, immédiate, disons. Merci. Madame Sissoko, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci Constance. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a eu à faire des enquêtes au niveau des pays. On est aussi en train d'avoir des séminaires en ligne pour partager avec les pays leur expérience. Donc, sur la base de ces enquêtes et de ces séminaires, donc on a déjà toute une liste de recommandations. Maintenant, certes, sur cette base, il va falloir quand même développer une feuille de route parce que, comme on voit avec le Covid, on ne peut plus travailler comme on le faisait avant. Parce que non seulement par rapport à l'impact sur le travail et la façon dont nombre de nos pays coopèrent, c'est-à-dire on travaille sur la base des papiers, même aussi par rapport aux enquêtes et aux recensements qu'on fait dans nos pays et qui sont quand même les principales sources de données, non seulement pour les statistiques, mais y compris les statistiques de l'état civil, on ne peut plus travailler comme avant. Donc maintenant, il va falloir adapter et les pays ont commencé vraiment à s'ajuster par rapport aux problèmes. Donc, il y en a qui développent certaines stratégies, comme par exemple, lors de nos séminaires, on a vu que beaucoup de pays sont maintenant en train de réfléchir comment virer au numérique, c'est-à-dire comment utiliser l'informatique. Maintenant, par rapport à ça, il y a des réflexions qui sont en cours. Donc, certes, on finira par venir avec une feuille de route en la matière. Très bien, merci Madame Sissoko pour cette réponse. Nous avions d'autres questions et moi j'en avais encore sous le coude en lisant les présentations, donc ça sera pour une autre fois. Simplement, c'est que je voudrais remercier ici, on arrive en tout cas à la fin de cette session, avant de passer la parole à Philippe pour la conclusion et pour vous présenter le programme de demain. Merci à toutes les intervenantes parce que c'était un plateau exclusivement féminin. Demain, ça sera un petit peu plus mixte. Et je vous remercie toutes en tout cas, pour vos présentations. Merci à Salma et Djabar et à Olivier qui a tenté de rassurer de quelques internautes perdus. Je passe directement la parole à Philippe qui est coordinateur régional des programmes à Paris 21. Merci beaucoup. Merci à tous.
Il faut que tu Merci. actives, voilà. Oui, merci beaucoup, Constance, pour la modération vraiment impeccable de cette session. On a eu de présentations extrêmement intéressantes. Je tiens ainsi à remercier toutes les intervenantes, comme tu venais de les dire, Mesdames Sarr, Trihir, Ramos et Sissoko, pour vos brillantes présentations. Ces deux présentations qui nous ont permis en fait de bien comprendre ce qui se passe au niveau des systèmes d'état civil. Je remercie aussi très vivement tous les internautes pour les questions extrêmement enrichissantes. Nous sommes restés autour de 62 internautes, ce qui est un très bon nombre. Donc, je peux dire sans me tromper que cette session a été très enrichissante grâce aux expériences des différents dispositifs nationaux de suivi des statistiques d'état civil qui ont été présentés par le Sénégal, la Tunisie et le Cap-Vert. Et nous avons également appris de ces présentations, en fait, les réalisations de certains et des autres, les défis à relever et en fait la situation qui part de la révision ou la modernisation du système légal ou réglementaire en passant par l'organisation institutionnelle vers la digitalisation du système d'état civil qui montre vraiment qu'il y a des progrès qui se font. Et je pense que ces réalisations seront un exemple pour les autres pays qui participent à ces séminaires, et même à d'autres pays qui veulent suivre ou emboîter le pas. La présentation de la CEA nous a également permis de mettre en perspective les réalisations et les défis communs au niveau des pays en Afrique, évidemment dans le cadre du programme régional pour l'amélioration accélérée de l'enregistrement des faits d'état civil, ainsi que les initiatives que la CEA a amorcées dans ce cadre durant la COVID-19, principalement l'enquête que Madame Sissoko nous a donnée sur l'enquête mondiale lancée pour évaluer l'impact de la pandémie sur le fonctionnement des systèmes d'état civil. Et aussi, je note également la recommandation à laquelle elle a insisté sur la coordination et l'interopérabilité des systèmes. Donc, tout ceci nous permet de voir l'importance de disposer d'un système d'état civil fonctionnel au niveau des pays et surtout un système qui s'adapte à la demande imminente des données telles qu'on l'a vu avec la crise de la COVID. Nous espérons donc que tous les internautes ont pu tirer profit de ces échanges. Comme Constance venait de le dire, nous avons en fait une autre session, une deuxième session demain dès 13h à 14h30 heure de Paris. Et je vous invite donc tous à y participer. C'est une deuxième session qui est vraiment très intéressante et qui sera animée par 3 intervenants. Madame Chantal Viette de l'INSEE, Monsieur Djabar Adechan d'Afristat et Monsieur Louis Niamba, chercheur à l'Institut national de la statistique et de la démographie du Burkina Faso. Nous espérons vous retrouver tous demain matin, je vais dire demain à 13h, heure de Paris, et je voudrais remercier vivement Salma Dahir qui a pu
coordonner et assurer sans faille l'aspect technique de ces séminaires. Merci Salma. Et donc, je vous dis tous merci. On se retrouve, on se donne rendez-vous demain à 13h, heure de Paris. Merci beaucoup.